m'excuse, mais ce qu'on vit en Europe montre qu'on ne s'est pas trompé. Il nous a dit, je vais réorienter l'Europe. Nous lui disons, le temps est venu de tenir tête à Mme Merkel. Car si personne ne lui tient tête, il n'y aura pas de réorientation de l'Europe. C'est pourquoi la question des 3% ne doit pas être le préalable. Bien sûr qu'il faut avoir une stratégie qui vise le maximum de réduire, mais il faut d'abord la croissance et l'emploi. Il a obtenu un petit sursis quand même. Mais on n'est pas en train d'être honteux, on n'est pas des Français honteux devant Mme Merkel. Ah, on n'a pas fait les critères. Ces critères sont débiles. Parce que ces critères, ils ont été créés à une période où il n'y avait aucune... D'abord, on n'était à l'origine pas d'accord, puisque je vous rappelle qu'on voulait un gouvernement économique qui, au lieu d'avoir un dogme de 3%, invente en chaque période des bons objectifs correspondant à la période pour soutenir la croissance, l'emploi et l'avenir de l'Europe. Marie-Noëlle, je regarde que vous répondiez à Hélène Pilichowski. Quand on est en période de crise comme ça, est-ce qu'il n'y a quand même pas un besoin de cohésion gouvernementale et que ça fait quand même un peu cafouille? D'abord, je vous ferai remarquer que je ne suis pas au gouvernement. Oui, non, mais de cohésion, on se comprend bien de la majorité, alors pardonnez-moi. D'accord, non mais le budget n'a pas été voté au Sénat quand même. Mais ça, c'est pas grâce aux socialistes qui ont tous voté le budget. Vous avez voté évidemment. J'ai même voté, je vais vous dire, j'ai même voté le crédit impôt sur lequel je suis en désaccord parce qu'il y a une réversibilité. Je ne suis pas d'accord, je l'ai dit, je l'ai voté parce que c'est réversible. Tandis que quand vous votez un traité européen, bonjour la réversibilité. Donc je ne manifeste mon désaccord que quand il y a une irréversibilité lourde. Tant qu'on peut changer, je dis je ne suis pas d'accord, mais je fais partie de la majorité. Claude Veil, en revanche, là, je vous le dis, la majorité, c'est pas l'aveuglement. Il est entouré que de femmes ce soir, il se fait très discret, mais on va quand même lui donner la parole. Claude Veil, c'est un handicap quand même pour François Hollande, cette division aujourd'hui de la gauche. Alors François Hollande, qui a une grande pratique de ça, a quand même très bien bordé son affaire. Il a, à part Marie-Noëlle Lienemann, il a à peu près impliqué dans la conduite des affaires du pays toutes les nuances et les sous-nuances et les sensibilités les plus fines de cette famille socialiste qu'il connaît mieux que personne, ce qui fait que sa crainte était qu'il puisse y avoir, disons, une cristallisation à gauche, quoi. La structuration d'une véritable opposition à l'intérieur de la gauche qui aurait encore limité sa marge de manœuvre qui n'est déjà pas très large. Pour le moment, je trouve qu'il a réussi avec beaucoup d'habileté à conjurer ça. Et c'est vrai que c'est ça qui donne à cette politique ce caractère quelquefois un petit peu zigzagant. Mais pourquoi? Parce qu'il est aussi, François Hollande est un homme politique, c'est-à-dire qu'il gère une situation compliquée avec des contraintes politiques. Il ne peut pas faire n'importe quoi. Il a une majorité, il a des électeurs, il y a des attentes populaires, il y a des composantes politiques de sa majorité, de son gouvernement, qui fait qu'il ne peut pas faire n'importe quoi. Il a une ligne. Il n'explique pas forcément très clairement. Peut-être qu'il ne souhaite pas trop s'expliquer. Est-ce qu'il n'a pas un devoir de vérité vis-à-vis des Français lorsqu'il dit en effet qu'il reverra le traité européen et que ça n'a pas été fait? Lorsqu'il dit on va l'écouter, que la crise européenne, la crise de la zone euro est derrière nous, on va l'écouter. Comme disait Jacques Brel, les autres ne veulent pas. On va écouter François Hollande. Le traité européen, si les autres ne veulent pas, vous n'allez pas le refaire tout seul. Alors il ne fallait pas mentir. On va écouter François Hollande. Marie-Noëlle Lienemann, on écoute François Hollande. Eh ben, les autres ne voulaient pas. La crise de la zone euro, je l'ai déjà dit, elle est derrière nous. Et donc ce que nous avons à faire, c'est plus simplement sortir de la crise de la zone euro. C'est fait. Et depuis 6 mois, je me suis engagé pour régler les problèmes. Mais maintenant, il faut sortir de la crise. C'est-à-dire apporter de la croissance, apporter de l'emploi, apporter de la confiance pour les jeunes. Et c'est ça la responsabilité des Européens. Hélène Pilichowski, c'est pas ça comme le problème de François Hollande, c'est qu'il y a des déclarations et puis après il y a les faits qui viennent le contredire. Après il y a la crise chypriote et il nous a dit, c'était en décembre, la crise dans la zone euro est derrière nous. François Hollande est un grand optimiste. Nous dire que le chômage, la courbe du chômage va être inversée. Enfin, je pense qu'il est sage. Il ne ment pas. Vous dites il ment. L'opposition dit il ment. Je ne pense pas qu'à l'instant où il prononce ce genre de paroles, il soit en train de mentir. Je pense que c'est un grand optimiste. Alors à la fois c'est sa force, c'est-à-dire qu'il est capable de supporter cette opposition, ses critiques dans sa majorité, ces mauvais chiffres qui tombent, les mauvaises nouvelles qui s'accumulent. Bon, il est capable d'endosser tout ça et de garder son calme. Ça peut être une force intérieure. Et ça, grâce à cet optimisme qu'il a au fond de lui. D'un autre côté, quand on est optimiste comme ça, effectivement, on peut décevoir parce qu'on poursuit peut-être pas des chimères, mais en tout cas, on voit un peu la vie en rose. Et quand il disait pendant sa campagne « Je veux réenchanter le rêve français », on imagine à quel point il a pu décevoir effectivement son électorat. Alors justement, on va regarder les sondages. Hélène Pilichowski, le président qui est au plus bas dans les sondages, entre 30 et 35% d'opinion favorable. Au bout donc de 10 mois de mandat, Nicolas Sarkozy, lui, était à 40% d'opinion favorable au bout de 10 mois de mandat. Et ce qui est terrible, c'est qu'il y a le désenchantement, en tout cas la déception chez les jeunes et les ouvriers. Quand on est socialiste, on vend du rêve. Je vous rappelle, mais non,
tout le monde vend du rêve. Je vous rappelle quand même que Chirac... Claude Veil dit que tout le monde vend du rêve. Je vous rappelle quand même que Chirac a connu exactement le même sort dans son premier mandat, et Nicolas Sarkozy aussi. Pas à ce niveau-là. Si. Mais regardez les cas, on regarde la popularité des présidents, c'est lui qui est au plus bas au bout de 10 mois. Les Français, comme tous les peuples de la Terre d'ailleurs, mais peut-être plus que d'autres, rêvent d'un président démiurge, d'un président qui omnipotent, qui réglerait les affaires du monde comme ça. La réalité, vous le savez très bien, c'est qu'aujourd'hui, le pouvoir politique qu'il a peu de marge de manœuvre, qu'il a peu de marge de manœuvre, qu'il ne peut pas changer les règles du jeu de l'économie mondiale dans lequel nous ne sommes qu'un petit pays parmi beaucoup d'autres. Mais j'y peux rien. Mais la réalité, c'est que la politique, et les politiques ne l'avouent pas, parce que sinon ils seraient nuls. Sinon ils seraient nuls. La vérité, c'est que la politique peut que les politiques ne le diront jamais parce que sinon ils se retrouveraient tout nus devant leurs électeurs, et que donc nous sommes condamnés à les électeurs, nous vivons dans un cycle permanent d'illusions et de désillusions. L'état normal de l'opinion en France, c'est l'insatisfaction, et cette insatisfaction se traduit par l'impopularité, parce que le président de la République française ne peut pas changer les règles du jeu en Europe, abolir la mondialisation à partir de 7h du soir, ça n'existe pas. Donc finalement, que ce soit de droite ou de gauche, voilà. Mais non, ça n'est pas la même politique. Ça n'est pas la même politique. Hollande essaie de mener, c'est compliqué. Mais c'est la même marge de manœuvre. Hollande essaie de mener une politique qui conjugue de... Attendez, on s'entend plus. Bah oui, mais... On s'entend plus. On les avait énervés, la Claude Veil, Marine Neumann, Valérie Giscard. Compliqué à expliquer, qui combine à la fois traitement social du chômage, c'est-à-dire les emplois jeunes et les contrats de génération, et traitement économique par la politique de compétitivité. Et c'est une politique qui n'est pas dans le tempo des journalistes. Ça ne va pas créer 50 000 emplois dans le... Ça va pas créer... C'est en désaccord avec une partie de sa base sociale. J'en suis tout à fait conscient. Mais lui, il est convaincu que c'est ça la politique gagnante, et que ça va être dur, et que ça va être long, et qu'il faudra du temps pour que ça réussisse. Le problème, Valérie revient à la question qui nous était posée, c'est que effectivement, il a été président du Conseil général de la Corrèze, Conseil général le plus endetté de France. Je suis désolée. S'il vous plaît, je veux quand même continuer. Il a un mode de fonctionnement qui fait qu'il a été 10 ans premier secrétaire du Parti Socialiste, et que son mode de fonctionnement, c'est les petits arrangements entre amis. Et effectivement, il fait en sorte de faire plaisir à tout le monde. Sauf qu'il est... Sauf peut-être à la gauche de la gauche, excusez-moi. Sauf qu'il est juste chef de l'État. Et quand vous dites qu'un chef de l'État ne peut rien en France, c'est faux. J'ai pas dit ça. Je rappelle quand même qu'en 2008, au plus fort de la crise des subprimes et des difficultés financières et bancaires que nous avons connues, on a eu un chef de l'État, il s'appelait Nicolas Sarkozy, qui a sauvé le système bancaire uniquement par volontarisme. Uniquement par volontarisme. Et vous voulez que je vous recite Valérie, vous voulez que je vous recite le discours de Toulon? Ce que je veux dire, Monsieur Hollande a été élu président de la République, il est légitime, il a été élu sur la base d'une politique. Ce que je lui reproche, c'est de ne pas l'appliquer, d'avoir menti aux Français et par conséquent de créer de la désespérance. Ça, c'est insupportable. Quand on est élu sur la base d'une politique, quand on est élu sur la base d'un projet, quand on est élu sur la base d'un programme, on regarde les électeurs dans les yeux. Si on s'est trompé, on considère qu'on doit changer, on leur dit. Sinon, on crée quoi? On crée de la désespérance sociale. Et ça, c'est insupportable. Je considère que la parole en politique, ça veut dire quelque chose. Je considère qu'un programme politique, ça veut dire quelque chose. Et là, on est face à un petit magouilleur qui n'a qu'un seul... Si, je suis désolée. Je suis désolée. Qui n'a qu'un seul objectif. Ça n'est pas digne. Non, mais magouilleur... Faites pas comme Pascal. Arrêtez. Magouilleur dans le sens... Je pense que... Je voulais juste préciser ma pensée. Magouilleur dans le sens, je magouille entre les différents courants de la gauche. Non, c'est pas ça qu'il fait. Pas d'un point de vue économique, ça serait absolument pas le cas de ma projet. Non, mais ça, vous avez le droit. Mais je crois très sincèrement qu'on est face à ça. Et ça, c'est un vrai danger, parce que les plus désespérés, là où vous perdez le plus en termes de crédibilité et de notoriété, c'est sur votre électorat. Et ça, c'est pas Valérie Rousseau-Debord, on est d'accord, aujourd'hui, vous êtes une femme politique, c'est quand même toujours plus facile d'être dans l'opposition, parce que... Non, mais très sincèrement, j'aurais préféré qu'on gagne. Mais on va vous faire plaisir, on va écouter quelqu'un qui est aujourd'hui dans l'ombre de François Hollande et dont on a aussi beaucoup parlé. On a beaucoup parlé de Pascal Cherki aujourd'hui, mais on a beaucoup parlé de lui aussi, c'est Nicolas Sarkozy. Il était à Bruxelles et il remettait la Légion d'honneur à l'ancien ministre des Finances, Didier Reynders. On l'écoute. Tu as allégé la taxation des heures supplémentaires. Tu as supprimé des taux d'imposition jugés comme confiscatoires à 52 ou 55%. Je précise que je ne parle que de la Belgique. Un cousin parmi les Belges.
Ça vous fait sourire, Claude Weil? Il est toujours là, il est toujours dans l'ombre, il n'est jamais parti. Il y avait des exilés fiscaux parmi les gens qui riaient à cette bonne vanne. Non, mais moi, je trouve quand même que c'est pas très grand. J'ai une vieille culture classique qui pense qu'on ne va pas taper son adversaire politique sur la terre étrangère. Vous préférez Pascal Cherki? Non, mais je ne dit que je n'étais pas d'accord avec ça, et il n'a pas été président de la République, Pascal Cherki. Hein? Oui, mais enfin, quand même, il appartient à la majorité. Non, mais attendez, je suis pas en train de juger. Dire que le président est petit bras. Je n'ai jamais dit ça, il n'est pas de mon courant, Pascal Cherki, donc je le dis très à l'aise. Oui, je ne suis pas d'accord là-dessus, et vous ne m'entendrez pas dire ça de François Hollande. Parce que je ne suis pas d'accord avec votre histoire sur cet amagouilleur. Non. Il a pensé... Ah non, c'est pas Claude Weil, il a dit ça. Il fait des petites affaires entre les différents ce n'est pas Claude Weil. politiques. C'est une drôle vision de la politique. Non, François Hollande, il avait fait un pari initial. Ce pari initial, c'est la première étape de mon quinquennat. Je le ferai d'abord les choses difficiles pour ensuite pouvoir faire les choses plus aisées. Et le pari qu'il avait fait, c'est qu'il aurait en Europe assez de force à ses côtés pour donner le coup de booster pour qu'on puisse, que la période difficile puisse être absorbée parce qu'il y avait une relance européenne. Et il n'a pas réussi. Et il n'y a pas réussi. Donc maintenant, moi, quand je dis cette étape... Alors c'est là qu'il y a peut-être une faute. Moi, j'ai rêvé de sauter de 40 en hauteur, là, il y a un péché originel. Hélène Pilichowski. Non, attendez, il y a un péché originel peut-être. C'est là que revient son optimisme, c'est de croire qu'à 27, il pouvait arriver tout seul. Il est allé chercher des alliances en Italie, en Espagne, en se disant... Moi, je vous le dis. Et là, c'est là où je pense que la faute. Maintenant, quand on voit que faute ou pas faute, je pense qu'il n'aurait jamais dû accepter le TSCG. Et je pense qu'il aurait dû, au moment du budget, il avait un rapport de force politique. Le TSCG, on dit pour nos téléspectateurs, c'est le traité européen qui a été... Au moment du vote du budget communautaire, il aurait dû faire le clash. Parce que là, la France pouvait porter le décalage, le fait que l'Union européenne n'était pas à la hauteur de la crise. Alors, voilà, et là, il aurait dû faire le clash pour reprendre le débat sur la relance européenne. Et je dis qu'aujourd'hui, à l'étape où nous sommes... J'ai un mot à dire sur la relance. Quand Nicolas Sarkozy a fait un plan de relance qui a coûté très cher et qui a accru d'ailleurs les déficits que vous lui avez tant reproché après, l'accroissement du déficit pendant son quinquennat, à ce moment-là, qu'a dit la gauche, et en particulier la gauche de la gauche? Le plan de relance est ridicule. Il est trop faible, il est petit bras, et il faut faire beaucoup plus. Et après, la même gauche dit, mais c'est effrayant, il a creusé les déficits pendant son quinquennat. Ça coûte très cher, la relance. Le plan de relance, et on empruntait beaucoup plus cher à l'époque. On arrive bientôt au terme de ce débat. Marine-Noëlle Lienemann, on arrive bientôt au terme de ce débat. Un petit tour de table, Marine-Noëlle Lienemann, un petit tour de table. Demain, François Hollande s'exprimera donc chez nos confrères de France 2. Claude Weil, vous attendez quoi, vous, de cette intervention? J'attends qu'il fasse ce que je crois qu'il va faire, c'est-à-dire qu'il mette tout l'accent sur le chômage et qu'il se présente en chef de guerre contre le chômage et qu'il explique en quoi les politiques qu'il mène, traitement social, traitement économique, qui apparaissent aux yeux de certains comme contradictoires ou slalomeuses, sont en fait cohérentes, et pourquoi c'est ça qu'il faut faire et à quel terme ça portera ses fruits. Expliquez comment il va faire avec une croissance complètement atone. Moi, j'attends un chef de guerre contre le chômage, comme on a eu un chef de guerre contre le djihadisme au Mali. Le problème, c'est que le choc de compétitivité auquel il a répondu par le crédit impôt compétitivité et emploi s'est décalé dans le temps. C'est-à-dire qu'en fait, il prend effet au début de l'année prochaine. La TVA, elle va être augmentée l'année prochaine seulement. Donc les entreprises ont la possibilité pour l'instant de miser. Elles peuvent emprunter. Il y a un fonds qui a été alloué pour ça, en misant sur les charges qui vont récupérer par le biais de ce crédit d'impôt. Mais pour l'instant, elles payent leurs charges. Elles n'ont pas beaucoup de marché, donc elles sont étranglées. Donc comment est-ce qu'elles peuvent embaucher en vertu de ce crédit impôt compétitivité? Pas encore. Ça viendra peut-être petit à petit quand elles commenceront à toucher de l'argent, mais elles n'ont rien touché pour l'instant. Elles payent leurs charges. C'est ça qui est terrible. Valérie Rousseau-Debord, vous attendez quoi de François Hollande demain soir? Moi, deux choses: qu'ils rétablissent les heures supplémentaires défiscalisées pour les 9 millions de Français qui ont baissé leur pouvoir d'achat. Il y a peu de chances qu'ils le fassent. Oui, mais je suis désolée, il y a quand même 9 millions de Français qui étaient franchement pas des riches, qui avaient bénéficié d'un dispositif positif, et on leur a enlevé pour strictement rien, pour aggraver encore il était très des onéreux. bénéfices. Il était très onéreux. Très onéreux. Sinon, Marine-Noëlle Lienemann, il restera plus de temps pour elle. Et deuxième chose, j'attends un vrai choc de compétitivité avec les mesures nécessaires par rapport à la TVA, et pas uniquement la TVA sur le logement social. Il faut absolument sauver 20 à 30 000 emplois, notamment dans le secteur des services. C'est essentiel.
Marie-Noëlle Lienemann, qu'est-ce que vous attendez de lui? J'attends une inflexion significative de sa politique dans l'esprit d'un tournant de la relance, comme je l'ai décrite. Et deuxièmement, j'attends qu'il ait un message qui soit de nature à rassembler les hommes et les femmes qui ont fait son élection et qui, comme moi, pensent que dans les 60 propositions de François Hollande, l'essentiel de ce qui était proposé était correct, que la stratégie qui était la sienne était la bonne. Et donc, je lui demande de retrouver le souffle du Bourget et de remettre en route cette politique qui peut-être a été contrariée en assumant d'être en rupture avec Mme Merkel. Merci à tous les quatre d'avoir participé à ce débat. Merci à vous de l'avoir suivi. Je vous retrouve demain, 19h10, pour un nouveau débat sur notre antenne. Très belle soirée, à demain.